L'heure du mystère. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, France Inter vous propose ce soir, dans une réalisation de Georges Godbert, une histoire écrite par Jean Volmier. Le silencieux. Alors, Delmoulin, cette enquête? Pas grand-chose pour le moment, patron. De bons renseignements sur la victime, rien au casier judiciaire. Et comme on lui a fauché son portefeuille, crime crapuleux en perspective, une fois de plus. Apparemment, ce serait l'hypothèse la plus plausible, s'il n'y avait pas une petite particularité qui m'étonne beaucoup. Ah oui, quoi donc? Roland Bergier a été abattu de 2 coups de revolver à 6 heures du matin, en sortant de chez lui. Or, personne dans le quartier n'a entendu la moindre détonation. Pas même la gardienne de l'immeuble qui était réveillée puisqu'elle venait de sortir les poubelles. Ben c'est donc qu'on a tiré sur lui avec un silencieux. Il n'y a pas d'autre explication, patron. À moins qu'ils soient tous sourds dans le quartier. Et votre hypothèse, Delmoulin? En général, les petites truands ne se baladent pas avec des silencieux en poche. C'est une arme de professionnel. Et les professionnels ne se livrent pas à des attaques de ce genre, surtout sur un bonhomme qui se rend à son travail aux aurores. Ben, le fait est que ce n'est pas précisément l'heure de sortie des PDG. Et cette tentative de meurtre sent d'ailleurs la préméditation à plein nez. Mais sur quoi fondez-vous cette opinion? Mais ce matin-là, Bergier n'aurait pas dû travailler. Il était prévu pour 14 heures au tableau de service de la clinique. Or, la veille au soir, c'est-à-dire pas pratiquement la dernière minute, il a demandé à un de ses collègues de permuter avec lui. Si l'on admet la thèse de la préméditation, voilà qui devrait faciliter vos recherches. Il ne devait pas être nombreux à connaître ce détail. Sans doute, mais j'imagine assez mal un de ses collègues infirmiers possédant un silencieux. Comme vous le savez, patron, il faut tout de même être spécialiste pour bricoler un pas de vis sur le canon et fabriquer le silencieux en question. Ça demande des connaissances techniques et surtout un matériel approprié qui ne doit pas se trouver dans une armoire à pharmacie de clinique chirurgicale. Par contre, on y trouve des choses qui peuvent intéresser certaines personnes. De la morphine, par exemple, ou d'autres stupéfiants. Autrement dit, chercher le drogué, Delmoulin. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est l'hypothèse qui me paraît la plus plausible. Mais à supposer que Bergier trafiquait de la morphine ou d'autres choses, il ne pouvait tout de même pas puiser à jet continu dans la pharmacie de la clinique. Elle doit faire sans doute l'objet d'une certaine surveillance, non? Et en principe, oui. Mais il y a toujours moyen de la déjouer. Tiens, à ce propos, vous pourrez lire la déposition du directeur de la clinique, recueillie par Marty. Tenez. Il va sans dire, monsieur l'inspecteur, que nos stupéfiants, comme tous les produits toxiques qui sont enfermés dans nos armoires à pharmacie, sont strictement surveillés. J'entends bien, monsieur le directeur. Mais n'existe-t-il pas une possibilité de subtiliser des ampoules sans qu'on s'en aperçoive? En principe, non. Car chaque ampoule prescrite à un malade doit nous être retournée une fois la piqûre faite. Ce qui nous permet d'exercer un contrôle constant. Autrement dit, quand l'infirmier a pratiqué une piqûre, il doit obligatoirement vous rendre l'ampoule vide. Exactement, monsieur l'inspecteur. Même si elle s'est brisée, ce qui arrive parfois, il doit, dans ce cas, nous rapporter tous les morceaux. Oui, mais qui prouve que l'ampoule a effectivement été brisée? L'infirmier peut fort bien avoir transvasé la morphine dans un récipient quelconque pour pouvoir la vendre. Oui, monsieur l'inspecteur, laissez-moi vous dire tout d'abord que notre personnel hospitalier est au-dessus de tout soupçon. Et que la conscience professionnelle avec laquelle il accomplit sa tâche, souvent très ingrate, est digne de tout éloge. Loin de moi l'idée de la mettre en doute, monsieur le directeur. Non, de toute façon, je ne saurais confondre une éventuelle brebis galeuse, car il s'en trouve malheureusement partout, avec l'ensemble de votre personnel. Alors, dans ce cas, je ne comprends pas votre insistance, monsieur l'inspecteur.
Dites-vous bien, en effet, que si un infirmier s'amusait à nous faire un peu trop souvent le coup de l'ampoule brisée par accident, il s'ensuivrait automatiquement l'ouverture d'une enquête. Et si la preuve était faite d'un quelconque trafic, la justice serait immédiatement saisie. Cela va sans dire, monsieur le directeur. Mais dans mon métier, je suis obligé de tout envisager. Surtout quand il y a eu tentative de meurtre. Quelles sont vos nouvelles suppositions? S'il est difficile, en raison même d'une surveillance très stricte, de subtiliser des ampoules ou de faire trop souvent le coup des ampoules brisées accidentellement, rien n'empêche cependant un infirmier de se constituer une petite réserve de morphine, par exemple. Et comment cela, monsieur l'inspecteur? Eh bien, chaque fois qu'une piqûre de morphine ou d'un autre stupéfiant est prescrite, il suffit d'injecter au malade la moitié seulement de l'ampoule et de garder l'autre. Et ainsi, au fil des jours, on peut se constituer un petit stock. Vous n'êtes pas constamment derrière vos infirmiers pour surveiller chaque piqûre, monsieur le directeur. Quant aux malades, n'en parlons pas, comment pourrait-il s'en rendre compte? Alors dans ce cas, toutes les hypothèses sont permises. Pouvez-vous, en votre âme et conscience, rejeter celle que je viens d'évoquer? Non, évidemment. Je vous remercie, monsieur le directeur. C'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant. Dites donc, Marty, vous l'avez drôlement asticoté, le directeur de la clinique. Il ne doit sûrement pas vous porter dans son cœur. Ça alors, monsieur le commissaire. J'étais d'autant plus sûr de mon fait que je m'étais renseigné auprès d'un de mes amis toubibs qui connaît un peu la musique. Mais, à supposer que cette hypothèse soit la bonne, quel intérêt pouvait avoir le client éventuel de Bergier à supprimer son fournisseur? Oui, évidemment, à première vue, cela peut paraître paradoxal, mais la logique des drogués n'est pas la nôtre. Supposons que, pour une raison ou pour une autre, Bergier ait brusquement décidé de mettre fin à son trafic. Et il y a tout lieu d'imaginer que sa décision n'a pas dû être très appréciée par son client, surtout s'il a été privé de sa drogue pendant un certain temps. Ça pourrait être ça, le mobile. Si l'on admet du moins la thèse de trafic de stupéfiants. Oui, en fait, il ne s'agit peut-être pas d'un trafic suivi. Bergier pouvait très bien rendre service à un de ses amis drogués. Un service qui s'est finalement retourné contre lui. Une drôle de relation qu'un ami qui se balade avec un silencieux. Oui, c'est justement ce qui m'intrigue. D'autant que les renseignements que nous avons sur Bergier sont excellents à tout point de vue. Bon, ça ne prouve rien. Il s'en cache des choses derrière les façades d'honorabilité. La preuve, casier judiciaire vierge, infirmier chef dévoué, collègue agréable, pour reprendre les termes de votre rapport. Oui. Et pour finir, abattu par un truand de grande envergure, car il n'y a que cela pour posséder des silencieux. Avouez qu'il choisit curieusement ses fréquentations, votre homme. Dites-moi, Marty, quand Delmouly revoit-il Madame Bergier? Cet après-midi, monsieur le commissaire. Qu'il m'appelle à son retour. Oui, voilà. Ah, c'est vous, monsieur l'inspecteur. Je m'excuse de vous déranger à nouveau, Madame Bergier, mais j'aurais quelques renseignements complémentaires à vous demander. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Tenez, asseyez-vous. Là. Merci. Je vous écoute. Madame, nous avons tout lieu de penser que l'homme qui a tiré sur votre mari est, sinon un de ses familiers, du moins une de ses relations. Un de ses amis? Tirer sur lui pour lui voler son portefeuille? Oh, c'est invraisemblable. Nos amis savent fort bien que nous ne roulons pas sur l'or. Oh, dans cette affaire, madame, le vol n'est vraisemblablement pas le véritable motif de la tentative de meurtre. Non, il s'agit là d'une mise en scène destinée à cacher autre chose de bien plus sérieux. Mais vous m'inquiétez, monsieur l'inspecteur. De quoi s'agit-il, selon vous? C'est précisément pour essayer de le savoir que je suis ici. Malheureusement, je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Nous menons une existence tout ce qu'il y a de plus effacée.
Il ne se passe jamais rien de particulier susceptible d'intéresser qui que ce soit autour de nous. À part la famille, nous ne recevons pratiquement personne, sinon 2 ou 3 amis. Il n'en demeure pas moins qu'on a tenté de tuer votre mari. Et pour qu'un individu en arrive à cette extrémité, c'est qu'il devait avoir de solides raisons. Mais c'est peut-être un fou, il y en a tellement en liberté. Un fou qui savait que votre mari travaillait ce matin-là, alors que normalement il était de service l'après-midi. Je ne sais pas, moi. Il a tiré sur la première personne qu'il a aperçue. Oui, un fou qui disposait d'un silencieux alors qu'il s'agit d'une arme qu'on ne trouve généralement que dans certains milieux. Et voulez-vous dire par là que mon mari aurait eu des fréquentations douteuses? Les circonstances dans lesquelles il a été abattu sembleraient en tout cas militer en faveur de cette thèse. Mais non, c'est absurde, absurde. Mais je comprends votre réaction, madame. Mais c'est malheureusement une éventualité qu'on ne peut écarter a priori. Oh, mon mari entretenant des rapports avec des gangsters, mais c'est absolument ridicule, voyons. Des fréquentations douteuses, ce ne sont pas nécessairement des gangsters. Et alors quoi? Si vous avez des idées plus précises sur la question, parlez, monsieur l'inspecteur, je vous en prie, parlez. Je vais donc être plus précis, madame. Votre mari est infirmier-chef. À ce titre, il manipule dans l'exercice de ses fonctions certains produits. Vous voulez parler de drogue? Exactement, madame. Autrement dit, il se serait livré à certains trafics. Oh non. Non, c'est une accusation scandaleuse. Mon mari est un honnête homme, oui. Enfin, peut-être n'a-t-il agi que pour rendre service à un de ses amis. Mais nous n'avons aucun drogué parmi nos amis. Un de ses amis ou une de ses relations que vous ne connaissez pas. En tout cas, je connais suffisamment mon mari pour savoir qu'il est incapable de se livrer à ce genre de choses. Peut-être y a-t-il été contraint. Oui, à la suite de circonstances que nous ignorons. Et ça fait une fois dans l'engrenage. Mais non, c'est pas possible. Je n'arrive pas à envisager une telle éventualité. Pour l'instant, en tout cas, je n'en vois pas d'autres susceptibles d'expliquer cette tentative de meurtre qui présente tous les aspects d'une exécution. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi l'aurait-on exécuté? Il est possible et même vraisemblable que votre mari ait voulu mettre un terme à ce trafic. Oh. Et que son client se soit vengé. Vous savez, avec les drogués, on peut s'attendre à tout. Pour eux, la vie d'un homme ne représente rien, surtout s'ils sont arrivés au dernier degré de la déchéance. Vous ne voyez vraiment rien à me dire dans ce contexte qui pourrait m'aider à aiguiller mon enquête? Oh, j'ai beau réfléchir, vraiment, je ne vois personne autour de nous qui aurait pu se droguer. Si par hasard un fait particulier vous revenait en mémoire, sait-on jamais, hein? Appelez-moi ce numéro. Bien. Inspecteur principal d'El Mouli. Ou en cas d'absence, demandez mon adjoint. L'inspecteur Marty. C'est entendu, monsieur l'inspecteur. Merci. Clinique Bellerive, j'écoute. Madame Bailly, chambre 414, ne quittez pas. C'est pour vous, Madame Bailly. C'est comme ça toute la journée? Oui. Ça n'arrête pas, monsieur l'inspecteur. En voilà une autre. Clinique Bellerive, j'écoute. Ah, je regrette. Le docteur Souman vient juste de partir. Oui, il sera là demain matin vers 9h. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Ah, celui-là, c'est mon dernier client. Voilà justement la relève. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, Christiane. Je te laisse, hein. Rien de particulier à signaler. Bon, d'accord. Bye bye. Bye. Si vous voulez me suivre dans le petit salon, monsieur l'inspecteur, on sera plus tranquille pour parler. Venez par ici. Merci. Ce pauvre monsieur Bergier, tout de même. Il est toujours dans le coma. Toujours. S'il s'en sort, il aura de la chance. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait bien 5 ans. Oh oui, 5 ans bien sonnés. Comme standardiste, vous devez être un peu au courant de tout ce qui se passe à la clinique. Oh, de tout. N'exagérons rien. Mais enfin, on arrive à savoir pas mal de choses. D'autant qu'ici, nous sommes également réceptionnistes. Ah. Que pensez-vous de monsieur Bergier? Oh, toujours prêt à rendre service. Pas spécialement causant, mais très aimable. Et surtout, il a la réputation d'être très compétent. Recevait-il beaucoup de communications téléphoniques? Comme tout le monde, monsieur l'inspecteur. Est-ce qu'il avait un correspondant qui l'appelait plus souvent que les autres? Oui.
Un de ses amis avec qui il avait fait l'Indochine. L'Indochine? Ah, Monsieur Bergier avait été infirmier en Indochine avant de venir ici. Ah. Connaissez-vous le nom de son ami? Ah non. Non, absolument pas. Tiens, vous ignorez son nom, mais vous savez qu'ils ont fait l'Indochine ensemble? Comment connaissez-vous ce détail? C'est très simple. La première fois qu'il a appelé Monsieur Bergier, il y a de ça 6 ou 7 mois, je lui ai dit qu'il n'était pas de service. Il m'a répondu: dites-lui simplement de me téléphoner demain après-midi sans faute, c'est urgent. Il sait où me joindre. Vous lui indiquerez que c'est son ami Jacques d'Indochine. Il saura qui c'est. Et depuis, vous n'avez jamais été appelé à lui faire préciser son identité? Ah non, parce que je reconnaissais sa voix. Ah. Elle est assez caractéristique, comme j'ai la mémoire des voix. Forcément dans ce métier. Oui, oui. Et quand vous passiez la communication à M. Bergier, vous l'annonciez comment? Votre ami d'Indochine? Au fait, j'y pense. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous donner plus de détails sur lui. Ah oui? Qui ça? Madame Arnaud. C'est une infirmière de la maison. Et pourquoi elle, plus précisément? Ben quoi? Vous me comprenez, non? Ah bon, parce que... Oh, notez qu'ils sont très discrets. Mais moi, je ne vous ai rien dit. Attention, je ne veux pas être mêlée à cette affaire. Soyez tranquille, je n'en ferai pas état. Vous dites Madame Arnaud? Oui, A-R-N-A-U-D. Sophie Arnaud. Elle est de service aujourd'hui? Non, elle était là ce matin. Mais si vous voulez son adresse, le secrétariat vous la donnera, puisque vous êtes de la police. Oh, merci pour le renseignement. À votre service. Ça doit être passionnant, votre métier. Ouais, ça dépend des jours. Où est le secrétariat? Première porte à gauche en sortant. À bientôt peut-être. Au revoir, mademoiselle Monique. Et merci. Je vous en prie. Monsieur? Officier de police Marty. Madame Arnaud? Entrez, monsieur. Je vous attendais. Pardon. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Il s'est donc trouvé une bonne âme à la clinique pour vous parler de mes relations avec monsieur Bergier. Cela vous étonne, madame? Un peu, tout de même. Vous savez, malgré toutes les précautions que l'on prend dans ce domaine, quelqu'un finit toujours par savoir. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Mais il serait évidemment préférable que madame Bergier n'en sache rien. Craindriez-vous d'éventuelles réactions de sa part? Sait-on jamais. Surtout si son mari devait mourir des suites de ses blessures. S'il en réchappe, il aura vraiment une chance extraordinaire. Pour le moment, en tout cas, le chirurgien est plutôt pessimiste. Cela dit, madame Arnaud, compte tenu de vos rapports avec monsieur Bergier, je m'étonne que vous n'ayez pas cru nécessaire de prendre contact avec nos services. Vous auriez voulu que j'aille leur raconter que je suis la maîtresse de Robert? Non, non. Mais vous auriez pu nous contacter pour nous faire part de votre sentiment sur cette tentative de meurtre. Vous avez, j'imagine, une opinion sur la question. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. J'y ai longuement réfléchi et pour moi, il n'y a que 2 hypothèses possibles. Ou c'est l'acte d'un déséquilibré, ou bien il s'agit d'un crime crapuleux. Oui, c'est ce que tout le monde pensait au début de l'enquête, mais ces hypothèses ne tiennent pas. Bergier a bel et bien été exécuté. Exécuté? Mais pour quelle raison? C'est précisément ce que j'essaie de déterminer. Et vous comptez sur moi pour y parvenir? Pourquoi pas? Exécuté, mais ça me paraît invraisemblable. À part notre liaison, sa vie est des plus calmes. La clinique, sa maison et moi, de temps en temps. C'est une façon de voir les choses, car une liaison extra-conjugale peut parfois provoquer des événements en chaîne. Vous pensez que madame Bergier aurait pu être au courant? Et dans cette hypothèse? Ce n'est pas moi qui la soulève, mais vous. Sans doute, mais elle semble vous avoir ouvert des horizons. J'avoue n'avoir jamais envisagé une telle éventualité. C'est-à-dire le crime passionnel. C'est bien à cela que vous faites allusion. À cela ou à autre chose.
Mais si je comprends bien, vous êtes en train de jouer au chat et à la souris avec moi. Comment ça? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je ne sors peut-être pas de la faculté de médecine, mais je sais tout de même ce que parler veut dire. Quant à moi, Madame Arnaud, je ne sors peut-être pas de l'ENA, mais j'imagine qu'une troisième hypothèse vous est tout de même venue à l'esprit, étant donné que vous êtes la maîtresse de Monsieur Bergier. Une femme trompée, qui se venge, ça se voit tous les jours. Effectivement, cette idée m'a traversé l'esprit. Vous voyez bien. Mais d'ici à l'exprimer, il y a une marge. Pourquoi? Vous aimiez Monsieur Bergier, je suppose. Par conséquent, vous tenez à ce qu'on découvre le coupable. Si je ne l'aimais pas, je ne serais pas sa maîtresse. Je ne me donne pas à un homme uniquement pour ressentir des sensations épidermiques. Je ne suis pas du genre collectionneuse. Peut-être n'êtes-vous pas non plus du genre partageuse. De mieux en mieux. Autrement dit, l'hypothèse de la vengeance est aussi valable pour Madame Bergier que pour moi. Quand on mène une enquête, madame, il faut bien tout envisager. En tout cas, en ce qui me concerne, cette hypothèse est absurde. Mais en ce qui concerne Madame Bergier, elle vous paraîtrait plus vraisemblable. Mais je n'ai jamais rien dit de pareil. Il n'en demeure pas moins que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit. C'est vous-même qui venez de me le dire. Écoutez, si chaque fois que je dis quelque chose, cela doit se retourner contre moi, je ne répondrai plus à vos questions. La loi vous en fait obligation, Madame Arnaud. Ne l'oubliez pas. Excusez-moi. Depuis ce drame, j'ai les nerfs à fleur de peau. Je ne m'endors plus qu'avec des somnifères. Oh, oublions cela. Où étiez-vous le matin du crime? À la clinique. À 6 heures? À ce moment-là, je quittais mon domicile pour m'y rendre. Quel moyen de locomotion avez-vous emprunté? Ma voiture, comme d'habitude. Avez-vous entendu parler d'un ami de Monsieur Bergier avec qui il aurait fait l'Indochine? Oui, vaguement. Qu'est-ce que vous entendez par vaguement? Robert m'en a parlé, mais sans entrer dans les détails. Connaissez-vous au moins son nom? Je sais qu'il s'appelle Jacques, qu'ils ont été ensemble à Dien Bien Phu et qu'ils s'étaient retrouvés par hasard au cours d'un dîner des anciens Indochine. Savez-vous à quand remonte ce dîner? Peut-être 5 ou 6 mois. Vous ne trouvez pas curieux qu'en 5 ou 6 mois, il n'ait jamais éprouvé le besoin de vous parler davantage de cet ami? D'autant que les hommes aiment assez en général évoquer leurs souvenirs militaires, surtout quand ils ont été marqués par de tels événements. Quand Robert venait chez moi, assez rapidement d'ailleurs, nous avions vraiment autre chose à faire qu'à parler de ses relations de régiment. Sans doute, mais l'un n'empêche pas l'autre. La preuve, c'est que vous connaissez son existence. Il m'en a parlé incidemment en évoquant ce dîner. Que vous a-t-il dit plus précisément? Attendez que je réfléchisse. Mais ça remonte loin tout de même. Ah oui, il m'a dit notamment qu'il parvenait difficilement à s'insérer dans la société depuis son retour d'Extrême-Orient. Pas d'autres détails? Non. Non, vraiment rien de très marquant, sinon ça m'aurait frappé. Eh bien, je vous remercie, madame. Au fait, quelle est la profession de votre mari? Je suis veuve, monsieur l'inspecteur. Alors, Delmouli, où en sommes-nous? Je viens d'avoir le rapport de l'identité judiciaire, patron. Bergier a été abattu avec un 7,65 d'un genre un peu spécial. Ouais, je dirais même assez rare. Les balles portent 5 rayures à gauche. Ah oui, alors? D'après l'identité judiciaire, il s'agit d'un pistolet non automatique, muni d'un silencieux, avec lequel on tire au coup par coup. Vraisemblablement un Hand-Firing Devins. Oui, c'est fabriqué en 1940 par une manufacture d'armes américaine, le Naval Gun Factory. 7 cartouches, longueur 310 mm. C'est une arme qu'utilisaient les services spéciaux de la marine américaine pendant la dernière guerre. Intéressantes ces précisions, intéressantes. Affaire d'espionnage, alors? Ben, je ne pense pas. Quand je me suis renseigné sur Bergier, il n'a jamais eu le moindre rapport avec un quelconque service secret, ni français ni étranger. Même pas pendant la guerre d'Indochine? Non, il a toujours été au service de santé. Mais alors, ce revolver plutôt particulier? Oh, très certainement une arme récupérée sur un agent spécial américain pendant la Résistance. Autant dire que les chances sont faibles de retrouver son origine. Oh, on découvrirait plus facilement une aiguille dans une botte de foin. Encore une affaire à classer en perspective, si je comprends bien. Et vous, Marty, qu'en pensez-vous?
Je nage également, monsieur le commissaire. J'ai tout de même remarqué un élément curieux. Madame Bergier n'a jamais entendu parler de ce fameux ami d'Indochine. Tiens, la standardiste est au courant, Madame Marneau aussi, mais pas elle. Écoutez, si l'on admet l'hypothèse selon laquelle Bergier fournissait de la morphine à cet ami, ce qui n'aurait rien d'étonnant, il a pu prendre de mauvaises habitudes en Indochine, on peut fort bien concevoir qu'il n'ait pas éprouvé le besoin de parler à sa femme d'une relation aussi peu reluisante. Évidemment, mon vieux, évidemment. À supposer toutefois que Madame Bergier ne nous raconte pas d'histoire. Ça, c'est une hypothèse envisagée, d'autant que cette femme me paraît un peu bizarre. Ah oui, à quel point de vue? En l'interrogeant, j'étais frappé par un fait. Elle ne semble pas très affectée par ce qui vient d'arriver à son mari. Tout le monde n'est pas aussi expansif qu'une pleureuse sicilienne. Bien sûr, enfin... Elle est très froide, un vrai glaçon. C'est peut-être bien pour cette raison que Bergier a pris une maîtresse. Oui, c'est vraisemblable, oui. Enfin, en tout cas, je vais tout de même fouiller de ce côté-là. Après tout, qui nous dit qu'elle ignorait effectivement la liaison de son mari. Mais dans l'hypothèse d'un crime passionnel, où aurait-elle été dénichée un silencieux? Son mari en possédait peut-être un, non? Un trophée de la résistance? C'est possible après tout, non? À propos de l'ami d'Indochine, où en êtes-vous de vos recherches? Dubois enquête actuellement dans les associations d'anciens d'Indochine. Comme il a participé à ce fameux dîner il y a 5 ou 6 mois, on finira bien par retrouver sa trace. Et l'infirmière, Madame Arnaud, elle aussi pourrait avoir un mobile. Oui. Supposons que Bergier lui ait promis de divorcer pour se remarier avec elle et qu'il ait changé d'avis. Oui, également plausible, monsieur le commissaire, j'y ai pensé. Oui, mais alors là encore, l'éternelle question. Où se serait-elle procurée l'arme du crime? À la fin de la guerre, elle avait 15 ans. Oui, ça paraît évidemment assez difficile. Surtout un modèle aussi rare. Bon, enfin, de toute façon, je m'occupe d'elle également. Merci Delmouli. Et vous aussi, Marty. Oui. J'espère que nous y verrons un peu plus clair au cours de notre prochaine conférence. Oui. Alors vous continuez les recherches. Oui, monsieur. J'écoute. Ici le directeur de la clinique Bellerive. Pouvez-vous me passer l'officier de police principal d'Elmouly? Je regrette, monsieur, il n'est pas là. Vous n'avez aucun moyen de le joindre? C'est très urgent. Ici, officier de police Marty, son adjoint. C'est vous, monsieur l'inspecteur? Oui. Mais de quoi s'agit-il? D'un nouvel assassinat. Quoi? On vient de tuer la standardiste. C'est celle que vous aviez entendue l'autre jour. Une balle en plein cœur. Bon, j'alerte l'identité judiciaire et j'essaie de joindre Delmouli. À tout de suite. Surtout, ne touchez à rien. Terminé, oui, ça suffit maintenant. Oui, juste une dernière. Bon, allez, au revoir. Alors, Marty, Tu es sur le coup. L'identité judiciaire a trouvé une douille. de combien? 7,65. Le même calibre de l'arme qui a servi contre Bergier. Oui, et une fois de plus, personne n'a entendu la moindre détonation. Encore ce silencieux. Décidément, on tue beaucoup dans cette clinique. Ouais. Où est le directeur? Je suis là, monsieur l'inspecteur principal. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Ainsi, personne n'a rien entendu. J'ai bien entendu comme le bruit lointain d'une bouteille de champagne qu'on débouche, mais c'est tout. Ouais. Sur le moment, j'ai pas prêté attention. Il arrive en effet très souvent que des visiteurs apportent du champagne aux malades. Mais comment avez-vous constaté le meurtre? J'avais appelé le standard. Comme personne ne répondait, je suis allé voir ce qui se passait. Ouais. En arrivant, j'ai aperçu la téléphoniste affalée sur le comptoir. J'ai pensé qu'elle avait un malaise. Je l'ai soulevée. C'est alors que j'ai aperçu du sang sur son corsage. J'ai immédiatement pris son pouls. Il ne battait plus. Et je vous ai téléphoné. Il n'y avait personne dans le hall d'entrée?
À cette heure-là, le personnel administratif est parti. Il n'y a que des infirmières dans les étages et puis le médecin de service, qui est au premier. Autrement dit, aucun témoin. Non. Où vous trouviez-vous au moment du meurtre? Dans mon bureau, qui est tout de suite à droite dans le couloir. Et quand vous avez entendu comme un bruit de bouchon de champagne qui saute, la porte de votre bureau était-elle ouverte ou fermée? Entrouverte. Je vous remercie. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de vous, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Messieurs, à votre disposition, en tout cas. Eh ben, Marty, le gars au silencieux commence à faire le vide autour de lui. Ouais. Voilà un témoin qui va sérieusement nous manquer. Qui était au courant de sa déposition? À part nous, le directeur de la clinique, et Madame Arnaud, l'infirmière. Et Madame Bergier? Oui. Oui, mais elle ignorait que nous tenions le renseignement de la standardiste. Dans ces conditions, l'éventail des suspects n'est pas très large. C'est l'infirmière ou le directeur de la clinique. Oui, à moins que ce ne soit une tierce personne liée à l'un des deux. Toujours le fameux ami d'Indochine. Ça expliquerait la réapparition du silencieux. L'infirmière affirme ne pas le connaître. Ça reste à prouver. Elle le connaît peut-être très bien. Et si elle était son fournisseur de morphine, et non pas Bergier? Après tout, elle manipule les drogues, tout comme lui. Oui, mais dans ce cas, comment expliquer la tentative de meurtre dont a été victime Bergier? On peut fort bien imaginer qu'il se soit rendu compte de ce trafic et qu'il ait voulu y mettre un terme en la menaçant de tout révéler à la direction. C'est lui l'infirmier chef et par conséquent le responsable. Bon, enfin, il est plutôt mal placé pour jouer les redresseurs de tort. Elle est tout de même sa maîtresse. Et à ce titre, elle le tient. Maîtresse ou pas maîtresse, si sa situation risquait d'être mise en jeu, il a pu estimer qu'il valait mieux perdre une femme que d'être fichu à la porte de la clinique. Et surtout pour trafic de stupéfiants. C'est un truc qui ne pardonne pas dans la profession. Ouais, autrement dit, l'ami d'Indochine menacé d'être privé de sa drogue aurait réglé le problème avec son silencieux. Et entre-temps, il a pu savoir par l'infirmière qu'une nouvelle menace se dessinait contre lui après la déposition de la standardiste. C'est un témoin qui risquait de devenir dangereux pour lui. Mais ce qui expliquerait la réapparition du silencieux. Ouais. Bon, nous allons tirer tout ça au clair. Demain, à la première heure, tu me convoques l'infirmière. Ainsi, Madame Arnaud, vous persistez dans votre attitude. Je vous répète que je ne connais pas l'ami de M. Bergier et que je ne l'ai jamais vu. Avouez tout de même qu'il y a des coïncidences troublantes dans cette affaire. 24 heures ne se sont pas écoulées depuis la révélation de cette standardiste sur votre liaison avec M. Bergier, qu'à son tour elle est abattue. Or, vous étiez la seule à savoir qu'elle m'en avait parlé. Pardon. Je savais qu'on vous avait mis au courant de cette liaison, mais j'ignorais par qui vous l'aviez appris. Je me souviens d'ailleurs parfaitement de ce que je vous ai dit à ce moment-là. Je vais même vous répéter textuellement la phrase. Il s'est trouvé une bonne âme à la clinique pour vous parler de mes relations avec M. Bergier. Il n'a donc jamais été question de la standardiste. Intelligente comme vous l'êtes, ça n'était pas sorcier de remonter la source, d'autant que la petite ne me donnait pas l'impression d'avoir inventé la poudre. Ainsi, vous me soupçonnez d'abord d'avoir fait du trafic de drogue et ensuite de complicité d'assassinat. C'est proprement aberrant. Je ne vais pas jusqu'à la complicité d'assassinat. Non, je penche plutôt pour la non-assistance à personne en danger. Il est très possible que vous ayez été mise devant le fait accompli avec Bergier, mais en ce qui concerne la standardiste, après ce qui est arrivé à votre amant, vous ne pouviez pas ignorer que des menaces sérieuses pesaient sur elle après qu'elle eut révélé l'existence de cet ami d'Indochine. Mais combien de fois faudra-t-il vous répéter que je ne le connais pas et que je ne l'ai jamais vu? Enfin, c'est tout de même insensé. Delmouli, j'écoute. Hein? Ah bon? Non, vous êtes sûr de vos renseignements? Bon. Merci. Merci, à tout à l'heure. Vous disiez donc, Madame Arnaud, que c'était insensé. Ah oui, alors. Parfait. Alors, expliquez-moi pourquoi le jour du crime, vous avez changé de service, comme Monsieur Bergier,
alors que vous auriez dû travailler normalement l'après-midi? Parce que j'avais des courses à faire dans les grands magasins. Curieux. Votre amant permute de service, pratiquement à la dernière minute. Vous en faites autant. Et ce n'est pas pour vous rencontrer l'après-midi. Non, c'est pour faire des courses. Parfaitement. Les grands magasins sont également ouverts le matin. Passons. Vous m'avez bien dit que vous êtes allé ce jour-là à la clinique avec votre voiture. Ce jour-là comme les autres jours. Oui, donc je suppose que ce jour-là, comme les autres jours, enfin du moins quand vous travaillez le matin, vous avez pris M. Bergier au passage, puisque c'est sur le chemin qui conduit à votre clinique. Où voulez-vous en venir avec vos questions? Oui ou non, répondez. Non. Pourquoi? D'abord, je ne le prenais pas tous les jours quand je travaillais le matin, contrairement à ce que vous affirmez. Ensuite, il m'avait demandé de ne pas passer pendant un certain temps, car il avait l'impression que sa femme commençait à se douter de quelque chose. Tiens, c'est nouveau ça. Lors de votre dernière déposition, vous aviez manifesté le désir qu'elle continue à ignorer votre liaison avec son mari. Puis là, aujourd'hui, vous m'annoncez qu'elle commençait à la soupçonner. Un peu contradictoire, vos déclarations. Je n'ai pas dit qu'elle se doutait de quelque chose, mais que Robert en avait l'impression. Une impression sans doute fausse. Ce qui n'est pas fait d'ailleurs pour me surprendre, étant donné son caractère inquiet. Oui. Donc, ce matin-là, vous n'êtes pas passé dans sa rue? Non. Vraiment curieux. Pourquoi? Vous avez bien une 3 chevaux? Oui. Dont l'aile avant droite est enfoncée? Oui, j'ai eu un accrochage récemment. Couleur beige? Oui. Et vous maintenez que le matin où M. Bergier a été abattu, vous ne vous trouviez pas dans sa rue? Oui. De plus en plus curieux. Surtout que vous avez été immobilisé ce matin-là dans sa rue, et par une cita qui vous a barré le passage pendant quelques instants. Voulez-vous d'autres détails à ce sujet? Inutile. Ah. Vous vous décidez enfin à être raisonnable. Bon, alors dites-moi ce que vous faisiez là, à 6 heures du matin. J'étais venue le chercher. Et quand je suis arrivée à la hauteur de son immeuble, j'ai aperçu son corps, allongé sur le trottoir. J'ai été prise de panique, je me suis sauvée. Étrange comportement pour une infirmière. On n'est pas toujours maître de ses réactions, surtout quand on est déjà culpabilisé. Mais vous ignoriez à ce moment-là qu'il avait été abattu. Hein? Alors il pouvait fort bien ne s'agir que d'un malaise. Non, car j'avais constaté qu'il baignait dans une mare de sang. Et malgré cela, vous avez pris la fuite. Je vous ai dit que j'étais prise de panique. Vous avez donc compris qu'on avait tenté de le tuer. À ce moment-là, je croyais même qu'il était mort. À quoi avez-vous pensé en roulant vers la clinique? Je n'arrivais pas à mettre mes idées en place. Je tremblais comme une feuille à mon volant. Et naturellement, c'est parce que vous aviez peur d'être accusé de ce meurtre que vous m'avez menti jusqu'ici. Oui. Oui, bien entendu, vous vous êtes trouvé ainsi sur le point de m'avouer la vérité, mais vous n'en avez rien fait car vous vous sentiez prise dans un engrenage infernal. Toujours par peur. Oui. Ouais. Cette peur s'est encore amplifiée quand vous avez appris que nous connaissions votre liaison avec la victime. Oui. Et vous croyez que le juge d'instruction va se contenter d'une pareille version des faits? Primo, vous m'avez menti à plusieurs reprises depuis le début de l'enquête. Secondo, vous vous trouviez sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Tertio, vous n'avez pas prêté assistance à la victime alors que vous êtes infirmière. Et vous pensez vous en tirer en me racontant cette histoire? Non mais, vous me prenez pour un imbécile, non? Mais j'écoute. Ah bon, j'arrive. Madame, veuillez passer dans le bureau à côté. Ça y est, patron. J'ai fini par le retrouver grâce à l'amicale des anciens d'Indochine. Et alors, Marty? Et alors, il jure, ses grands dieux, qu'il ignorait totalement la tentative de meurtre commis contre Bergier. Bien entendu. Bon, fais-le entrer. D'accord. Monsieur Giraud. Oui. Là, ici, s'il vous plaît. C'est vous le commissaire? Ici, c'est moi qui pose des questions. Je veux voir le commissaire. Ouais? Et pourquoi? Parce que je commence à en avoir assez d'être enquiquiné par vos flics. Je crains fort pour vous que ça ne fasse que commencer. Tenez, asseyez-vous. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous me voulez exactement? Oh. Vous êtes bien ami de Robert Bergier? Affirmatif. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, affirmatif?
On voit bien que vous n'avez jamais été dans les parages. Non. Dans notre langage, ça veut dire oui. Ah. Vous êtes un ami de Bergier et vous prétendez ignorer qu'on a tenté de le tuer. Vous ne lisez donc pas les journaux. Négatif. Comment l'avez-vous connu? Quand j'ai été blessé en Indochine, c'est lui qui m'a soigné à l'hosto. Je l'avais perdu de vue après l'Algérie, car... moi, j'ai aussi crapahuté dans les Djebel. Alors, il y a quelques mois, on s'est retrouvés dans un dîner d'anciens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous lui téléphoniez souvent, d'après ce qu'on m'a dit? Oh, souvent, hein, faut pas exagérer, de temps à autre. Pourquoi? En voilà une question, commissaire, prendre de ses nouvelles. Alors, comme j'ai pas le téléphone, c'est moi qui l'appelais. La dernière fois, je pense que ça remonte à une semaine. Si je connaissais le salaud qu'il est descendu, il passerait un mauvais quart d'heure. Bien, autre chose. Connaissez-vous Madame Arnaud? Qui c'est cette minette? J'ai jamais entendu parler. Dis donc, est-ce que tu te fous de moi? Ouais, commissaire, hein, doucement les basses. Hein. Faudrait voir me parler sur un autre ton. Ne pas garder les cochons ensemble. Tu te drogues toujours? Quoi? Je te demande si tu te drogues toujours. Bon, vous savez ça. Chapeau, hein. Drôlement bien faite, la police. Mais alors tu te décides à répondre, oui? D'abord, c'est pas permanent, hein. Juste une petite picouse quand ma blessure me fait trop mal. Puis qui m'avait drôlement esquinté les viettes. C'est Bergier qui te fournissait la morphine? Négatif. Sinon tu commences à m'énerver avec tes affirmatifs et tes négatifs, hein? Et puis vous aussi, avec vos questions bidons. Alors, c'est Madame Arnaud ton fournisseur? Encore, mais je vous répète que je la connais pas. Enfin, t'étais copain comme cochon avec Bergier, et tu ne savais même pas qu'il avait une maîtresse qui s'appelle Arnaud, et qui est infirmière? Première nouvelle. Non mais t'as l'intention de te payer ma tête encore longtemps, toi. Vous m'énervez à la fin, commissaire. Quand vous étiez ensemble, vous ne parliez jamais de filles? On n'est pas des eunuques. Évidemment qu'on en parlait. On a fait suffisamment de virées ensemble après ma sortie de l'hosto. J'écoute. Zut alors. Il y a combien de temps? Merci. Alors maintenant, fini d'amuser la galerie, hein. On va reprendre ça sérieusement. T'as compris? Ton copain Bergier vient de mourir. Il est mort? Avec les pruneaux que tu lui as balancés, il aurait fallu un miracle pour qu'il guérisse. Les pruneaux que je vais balancer? Non mais ça va pas, non? Ça tombe pas rond chez vous. Mais pourquoi tu les égouillés? Parce qu'il avait interdit à Madame Arnaud de te fourguer de la morphine. Celle-là, c'est la meilleure. Voilà autre chose, tiens. D'abord, c'est lui, puis maintenant, c'est elle. Pour ce qui est de la morphine, moi, je vais vous mettre au parfum. Maintenant que Bergier est mort, ça n'a plus d'importance. Il risque plus de perdre sa situation. C'est lui qui m'en donnait de temps en temps, quand je souffrais trop de ma blessure. Mais il s'agissait pas d'un trafic, mais d'un service qu'il me rendait, quand je n'en trouvais pas ailleurs. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors j'espère qu'on va me laisser tranquille maintenant. Une petite question encore. Maintenant qu'il est mort et que ça n'a plus d'importance, comme tu dis. Madame Arnaud, t'étais au courant? Mais je savais pas qu'elle s'appelait Arnaud. Ah. Vague. Quand il en a parlé, c'était en quel terme? Il m'a dit qu'elle était un peu plus gironde que sa femme, et puis surtout moins enquiquineuse. Enquiquineuse, comment ça? Il paraît que sa femme est plutôt près de ses sous. Genre radin, quoi. Qui pense qu'à ça. La galette. Ouais. Puis sur l'autre plan, assez froide. Hein. À la bagatelle, elle préfère les picaillons. Oui, tandis que Madame Arnaud... Moi, je vais pas demander tant de détails, commissaire. Attendez, il y a quelque chose qui me revient, là. Il m'a dit un jour, en ce qui concerne cette Madame Arnaud, hein, qu'elle avait beaucoup de qualités, mais qu'elle commençait à lui courir avec sa jalousie maladive. Ah bon? Et puis il a même ajouté que si elle avait pas eu ce défaut qui foutait par terre toutes ses autres qualités, il aurait peut-être envisagé de divorcer pour se remarier avec elle. Et elle était au courant de ce projet? Ça, j'en sais rien. Et au fait, t'as ramené des armes d'Indochine, toi? Mon poignard de parrain. C'est tout. Et Bergier, il avait une arme? Oui, d'après ce qu'il m'a dit. Un drôle d'engin, d'ailleurs. Drôle. Comment ça? Un silencieux qu'il avait trouvé sur un spécial américain.
pendant la dernière guerre, après un engagement avec les Fridolins. T'es sûr de ça? Affirmatif. Vous êtes bien certaine, Madame Bergier, que ce revolver n'est plus chez vous? Il y a longtemps, monsieur l'inspecteur. Mon mari savait que j'en avais peur et il s'en était débarrassé. Et vous ne savez pas du tout ce qu'il en a fait? Oh, absolument pas. Quand vous avez appris qu'il avait été abattu par une arme du même genre que celle qu'il possédait, c'est-à-dire un silencieux, vous n'avez pas été surprise par cette coïncidence? J'avoue que je n'ai pas fait le rapprochement, non. Surtout après ce que vous m'aviez dit à propos d'un éventuel trafic de stupéfiants. Et alors? Et je me suis souvenu qu'il m'avait parlé d'un camarade d'Indochine et que ce dernier lui avait demandé un jour s'il avait la possibilité de lui fournir de la morphine, parce qu'il souffrait d'une blessure de guerre. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Et tout simplement parce que je ne voulais pas compromettre mon mari aux yeux du directeur de sa clinique. Que se serait-il passé s'il avait survécu à ses blessures? Il aurait été considéré comme un trafiquant de drogue et il aurait perdu sa situation. Maintenant qu'il est mort, c'est différent. Je n'ai plus la même raison pour me taire. Autrement dit, vous pensez que ce camarade d'Indochine pourrait ne pas être étranger au drame qui a coûté la vie à votre mari? Je vous dis ce que je sais. Mais dans la mesure où vous pensez que la drogue pourrait être à l'origine de sa mort, j'estime qu'il est de mon devoir de vous signaler ce fait. Je suppose que vous connaissez l'identité de cet homme. Non. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se sont rencontrés il y a 6 mois environ, à un dîner d'anciens combattants. Connaissez-vous Madame Arnaud? De nom seulement. Je sais qu'elle travaille à la clinique. Votre mari vous en a-t-il parlé souvent? Pas spécialement. Et vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit d'elle? Eh bien, qu'elle est veuve, qu'elle est très sérieuse dans son travail et qu'il n'a jamais la moindre histoire avec elle. Mais pourquoi toutes ces questions à son sujet? Pour me faire une opinion sur toutes les personnes qui gravitaient autour de votre mari. Oui. Mais vous pensez qu'elle pourrait être mêlée à ce meurtre? L'avenir nous le dira. Alors, Delmouli, avec les nouveaux éléments que nous possédons maintenant, que pensez-vous de l'évolution de la situation? Qu'un des trois est en train de nous mener en bateau. Ah oui. Et vous, Marty? Eh bien, si ce que nous raconte Madame Bergier est vrai, monsieur le commissaire, en ce qui concerne le silencieux, il est possible que son mari, plutôt que de le jeter, l'ait confié à sa maîtresse, s'il tenait à son trophée de guerre. En général, les anciens combattants n'aiment pas beaucoup se séparer de leurs souvenirs. Auquel cas, elle deviendrait la suspecte numéro 1, d'autant qu'elle se trouvait sur le lieu du crime et qu'elle pouvait avoir un mobile. Ah oui, sa déception parce que Bergier ne se décidait pas à l'épouser. Il était d'autant moins pressé que, si l'on en croit Giraud, elle l'enquiquinait sérieusement avec sa jalousie maladive. Ce sont ses propres termes. En ce qui concerne Giraud, je n'ai pas l'impression que ce soit le genre de gars à descendre un copain. Non. D'autant que Bergier lui a sauvé la vie en Indochine et qu'il lui rendait service quand sa blessure le faisait trop souffrir. Et la femme de Bergier? Ah oui, qui prouve que son mari s'est effectivement débarrassé du silencieux? Rien. Dans ce cas, quel mobile? L'infirmière, Madame Arnaud, nous a bien dit que la femme de Bergier commençait à se douter de quelque chose. Bon. En réalité, elle était peut-être parfaitement au courant de cette liaison. Et par conséquent, elle a pu tirer sur son mari dans un accès de jalousie. Et la standardiste? Car il n'y a pas le moindre doute. Comme Bergier, elle a été abattue avec la même arme. Oui. S'il y avait un mobile pour le mari, pour cette fille, il n'y en a aucun. Mais entrez. Ah, c'est vous, Dubois. Qu'y a-t-il? Excusez de vous déranger, patron, mais je viens de faire une curieuse découverte. Ah oui, Codon? C'est au sujet de la standardiste. Et en perquisitionnant à son domicile, j'avais remarqué qu'à la date du lundi, c'est-à-dire 3 jours avant la tentative de meurtre contre Bergier, elle avait noté un chiffre sur son agenda.
Alors, sur le moment, j'y avais pas prêté attention, mais en rangeant des journaux, je suis tombé sur le résultat du dernier tirage de la tranche spéciale de la loterie nationale. Et alors là... Alors là, quoi? Le chiffre qui figure sur l'agenda de la standardiste correspond à celui du gros lot. Et ça prouve quoi, d'après vous? Tout simplement qu'elle avait acheté un billet avec quelqu'un et que ce quelqu'un doit le posséder. Et comme il s'agit d'un billet entier et non pas d'un dixième, il représente la bagatelle de 120 millions d'anciens francs. Et si celui qui le détenait était Bergier, ça expliquerait pourquoi il a été abattu et pourquoi son portefeuille a disparu. Mais à supposer que cette thèse soit valable, qui pouvait savoir, primo, que Bergier avait acheté ce billet, secondo, qu'il le partageait avec la standardiste, et tertio, qu'il avait gagné le gros lot? Surtout à 6 heures du matin. 6 heures du matin, hein? Ça ne pouvait être que quelqu'un qui était déjà dans la rue et qui avait acheté un journal. Ou qui avait écouté la radio la veille au soir. Les résultats sont diffusés tous les mercredis, tard dans la soirée. Par conséquent, les deux hypothèses sont valables. A priori, moi, je ne vois que 2 personnes susceptibles d'être au courant de l'achat de ce billet. La maîtresse ou la femme. Hein? En général, quand on achète des billets de loterie, on va pas le crier sur les toits. À moins de les partager entre collègues du bureau. De toute façon, c'est facile à savoir. Il n'y a qu'à vérifier au bureau de l'organisme qui a émis ce billet pour savoir qui l'a encaissé. C'est ce que j'ai fait, mais le montant du lot n'a pas encore été retiré. C'est plutôt curieux. Quand on se trouve à la tête d'un tel pactole, on ne le laisse pas moisir dans les caisses de la loterie nationale. Ce qui tendrait à prouver qu'il pourrait y avoir un lien entre les meurtres et ce fameux billet, et que celui ou celle qui le possède attend que l'affaire se tasse pour aller le toucher. Mais on ne va pas attendre jusque-là. Delmouli, Marty, Oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec nos suspects? Entendu, monsieur le commissaire. Entendu. Ainsi donc, Madame Arnaud, vous affirmez que Monsieur Bergier ne vous a jamais confié son silencieux, que jeudi matin, vous n'avez pas acheté de journal, et que la veille du premier crime, vous n'avez pas écouté la radio. Absolument. D'ailleurs, mon poste de radio est en dérangement. De toute façon, le mercredi soir, je regarde toujours l'émission télévisée des dossiers de l'écran. Et vous, Madame Bergier? Je n'ai pas davantage écouté la radio. Moi aussi, le mercredi soir, je regarde cette émission. Et à 6 heures du matin, j'étais dans mon lit. Par conséquent, je ne pouvais pas avoir un journal entre les mains à ce moment-là. Parfait. Madame Bergier, voulez-vous passer dans la pièce à côté? Bien, monsieur l'inspecteur. Et maintenant, Madame Arnaud, à nous deux. Vous avez donc regardé les dossiers de l'écran, c'est ça? Est-ce que quelque chose de particulier vous a frappé ce soir-là? Attendez que je me souvienne. Ah oui, oui. À un moment donné, le film s'est cassé. Et pendant la discussion qui a suivi, il y a eu une panne de son. Bien. Bon, veuillez m'attendre ici. Je reviens tout de suite. Hein? Madame Bergier. Monsieur l'inspecteur. Vous m'avez bien dit que mercredi soir, vous regardiez la télévision. Oui. Est-ce que vous l'avez regardée jusqu'à la fin? Mais oui. Et est-ce que pendant cette émission, quelque chose de particulier vous a frappé? En effet, le film s'est cassé à un moment vers la fin. Parfait. Et c'est tout? Oui. Vous en êtes vraiment sûr? Oui. Dans ces conditions, madame, je vous inculpe du meurtre de votre mari et de la standardiste. Quoi? Je dois reconnaître que votre coup était bien préparé. Malheureusement, il y a eu une panne de son dans la seconde partie de cette émission. Et vous ne pouviez pas le savoir, car à ce moment-là, vous écoutiez la radio. Et les incidents techniques à l'ORTF ont parfois du bon. Celui-là, en tout cas, m'a permis de vous démasquer. Mais c'est faux! C'est entièrement faux! Madame Bergier, comme vous ne vous entendiez plus du tout avec votre mari, vous avez cru pouvoir faire d'une pierre deux coups. Vous débarrasser de lui et vous approprier du montant total du gros lot qui allait vous permettre d'envisager l'avenir avec une certaine tranquillité d'esprit. Oh, mais comment pouvais-je savoir qu'il avait partagé avec la standardiste? Car ce crime, vous allez aussi me le mettre sur le dos, non? Oh, ça c'est facile à imaginer. Ou bien c'est votre mari qui vous l'a dit, ou c'est la standardiste qui vous a téléphoné pour vous réclamer sa part.
Dans ce cas comme dans l'autre, son arrêt de mort était signé. Vous n'étiez plus à un crime près. Et comme vous savez qu'à certaines heures de la soirée, le hall de la clinique est pratiquement désert, c'était un jeu d'enfant que de l'abattre avec un silencieux. Non, vous ne manquez pas d'imagination, monsieur l'inspecteur. Donnez-moi votre sac. Non, je refuse. Madame Bergier, non, donnez-moi votre non, sac. Non, vous n'avez pas le droit. C'est ce que nous allons voir. Oh non, c'est un abus de pouvoir, je vous interdis. Vous allez me donner ce sac. Je ne pas qu'on touche à mes affaires. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'avez pas le droit. Maintenez-la, Marty. Non, pendant que je fouille son sac. Madame, du calme, madame. Je vous en prie, madame. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Eh bien, vous êtes tellement obnubilée par l'argent, Madame Bergier, que vous n'avez même pas pu vous résoudre à vous séparer du billet pour le cacher. Non, laissez-moi. Voilà, Madame Bergier, ce billet. Mon argent, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon sac. Vous n'avez pas le droit. C'était Le Silencieux, une histoire écrite par Jean Volmier. Voici quelle en était la distribution. Commissaire Simon Poli, Renaud Marie. Inspecteur principal d'Elmouly, Henri Poirier. Inspecteur adjoint Marty, Jean Péméja. Inspecteur du Bois, René Renaud. Le directeur de la clinique, Raoul Guillet. Avec Nicole Verville, Madame Bergier, Jocelyne Darche, Madame Arnaud, Catherine Hubot, la standardiste, et Gérard Darieux, Giraud, l'ancien para. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Claude Marquis. Collaboration technique, André Le Breton. Assistante, Florence Boissière. C'était L'heure du mystère de Germaine Beaumont, réalisé ce soir par Georges Godbert.